les vices cachés. Alors, on va parler des vices cachés. Je vais vous entretenir. Il y aura une pause au bout de à peu près 1h30. Je vais vous entretenir de l'action en passation de titre, de la responsabilité des courtiers immobiliers, où je vous ferai part de, malheureusement, du nombre de poursuites judiciaires qui sont intentées contre les courtiers dans le cadre de leurs fonctions. Vous êtes protégé par la FARCIC, ça ne vous coûte pas un sou. Et la FARCIC vous fournit un avocat et paye si vous êtes condamné à payer des dommages au tribunal ou en règlement hors cours. Malheureusement, il y a une hausse de poursuites contre les courtiers immobiliers et contre les inspecteurs pré-achat, en fait, contre beaucoup d'intervenants lorsqu'il y a une vente d'un immeuble. Je vais vous donner les réponses à donner à vos clients. Ils vous posent des questions. Apparemment, c'est parmi les 3 sujets où on vous pose le plus de questions. On vous appelle souvent après la transaction, après le notaire, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut aller, il n'y a pas de limite. Ils vous appellent, je pense que j'ai un vice caché. Alors, faut faire attention à ce que vous allez dire. Comme je disais dans une formation la semaine passée, j'entends du monde m'appeler, puis me dire, mon courtier m'a dit que c'était pas un vice caché. On va venir au bureau, on va regarder ça. Alors, on regarde ça, mais je pense que vous en avez pour à peu près 70 000. Je peux vous dire que selon moi, je ne suis pas un juge, selon moi, ce sont des vices cachés. Son courtier lui avait dit, non, c'est pas des vices cachés, c'est apparent et tout ça. Alors, je vais vous donner les réponses à donner, tout au courant de la formation, à vos clients, et les bonnes réponses, surtout. Je vous dis tout de suite, il n'y en a pas eu jusque-là, mais vous avez le droit à me poser des questions et je vais y répondre. Et ça vous va, on attaque tout de suite le sujet des vices cachés. Qu'est-ce qu'un vice caché? Est-ce que je peux poser la question à quelqu'un dans la salle? La définition en 2 lignes. Qu'est-ce qu'un vice caché? Si j'ai pas de réponse, je pense que je vais revenir ici souvent. Madame? Pardon? C'est existant durant la vente et c'est caché. Oui, qui ne peut pas être découvert à l'œil nu par une personne raisonnable. Puis je vais vous surprendre avec des exemples de vices cachés. J'en ai un en tête tout de suite. C'est 14 ans après avoir acquis sa maison, sa belle maison, sur la rue Victoria à Saint-Lambert, il y a son voisin qui vient d'aménager. Puis il dit, « Excuse, tu stationnes chez moi, hein? » Il dit, « Voyons donc, ça fait 14 ans que j'ai acheté, je stationne dans mon entrée. » Il dit, « Non, tu stationnes chez moi. » Alors, on a ouvert un dossier, on a fait arpenter, on a fait borner. C'est un arpenteur qui en sait plus que la moyenne. Lui, il fait un bornage. Il m'a dit, « Monsieur Caisse, moi, je pars du fleuve Saint-Laurent. » Alors, quelques semaines après, il m'appelle, il dit, « Vous savez quoi? » Il dit, « Votre client n'est pas chez lui. » Je dis, « Pardon? » Il dit, « Le voisin va jusqu'à la cuisine de votre client avec les cadastres qu'il avait, avec l'historique. Et là, c'était décalé sur toute la rue. Mon voisin allait jusqu'à... Il y avait un droit, entre guillemets, jusqu'à la cuisine du voisin. Fait que mon client ne pouvait plus sortir sa... Il fallait qu'il passe sa tondeuse par la maison. Il ne pouvait plus aller par le côté. Il était chez le voisin. Alors, 14 ans après avoir acheté. Mais j'en ai un de plus longtemps. J'en ai un qui datait de 1973. Je ne vous oublie pas, madame. 1973, où là, il y a eu une vente, puis il y a eu plusieurs ventes. Puis rendu en 2016, là, il y a une mise en demeure qui est adressée aux vendeurs. Et là, tous les vendeurs, acheteurs,
se sont appelés en garantie jusqu'en 1973, où il y a eu la construction d'une station-service à côté voisine de l'immeuble en litige. Alors, je pense que c'est plus que 14 ans, et c'est mon plus ancien cas, et il y a eu des mises en demeure. Ensuite, il y a eu lettre morte. Moi, j'ai adressé une réponse. J'ai jamais eu il n'y a pas eu de poursuite. On parlait de 400 000, facile, pour décontaminer. Il n'y a pas eu de poursuite, et le dossier s'est fermé là. Je vous ai pas oublié, madame. Est-ce qu'il n'y a pas, le monsieur de 14 ans, là, il n'y a pas d'eau, parce qu'il y a eu usage de cette propriété-là sans contestation, ça devient comme partie de sa propriété? En fait, vous parlez peut-être de la prescription de 10 ans, parce que là, il était plus que 10 ans à occuper. Mais malheureusement, le dossier... malheureusement, je ne peux pas vous donner de réponse parce que le dossier a été réglé hors cours. Donc, le point que vous soulevez n'a pas été débattu à la cour. Ça a été réglé hors cours. Mais c'est une loi? C'est le Code civil du Québec qui prévoit qu'on peut prescrire durant 10 ans, exemple, une parcelle de terrain, à certaines conditions, et en devenir propriétaire. Mais le voisin n'aurait pas gagné. Non. Non. Il aurait eu sa prescription, obtenu sa prescription de 10 ans sur le mauvais lot. Sur le mauvais lot. Puis ensuite, ça n'aurait pas été opposable, vous avez raison, aux voisins. Mais le dossier s'est réglé hors cours. Et puis, pour une question monétaire avec son vendeur, à lui, parce qu'on n'a pas suivi le vendeur qui lui a vendu 14 ans avant. Puis il y a eu d'autres appels en garantie. Donc, mais le dossier s'est réglé hors cours. Quand un dossier se règle hors cours, pour ce dossier-là précis, cet exemple-là précis, je ne peux pas vous dire le droit que ça a généré. Je ne peux pas vous dire le résultat. Ça s'est réglé hors cours. Le réglé hors cours, vous savez, par téléphone, par courriel, en CRA, je vous dis tout de suite, si vous ne le savez pas, ce qu'on appelle des conférences de règlement à l'amiable, que les clients souhaitent ardemment. C'est-à-dire, on se rencontre avec un juge, façon de parler. On ne sort pas de là, dans une salle de conférence, tant que c'est pas réglé. Alors, ma dernière, c'était en février, ça a été pour des clients, justement, qui sont pas loin, ici à Laval, des couvreurs, et 2 jours de CRA, et on a réglé le dossier. Et ça a fini tard. Je pense que j'étais jamais sorti du palais de justice de Montréal à ces heures-là. On a réglé le dossier. Fait qu'il y a des gens qui disent, ben oui, mais ça va prendre 1 an et demi, 2 ans, mon dossier. Des fois, oui, mais des fois, ça se règle avant. Ça se règle moins qu'avant. Je vous le dis tout de suite, là, même des petits dossiers, on en prend des dossiers entre 15 et 20 000. C'est les dossiers où il y a le plus d'agressivité, des confrères, ça ne veut pas régler, c'est pas nécessairement gentil, c'est des tonnes de courriels. Tu sais, ça serait un dossier de 400 000, ça me prendrait moins de temps. Alors, les gens ont la possibilité de voir leur dossier réglé, puis c'est bon que vous le sachiez pour leur dire que c'est pas nécessairement des longs délais, des gros coups d'avocat, un dossier peut se régler. Bon, alors les critères à rencontrer pour une problématique affectant un bien, pour le qualifier de vice caché. Alors, le vice devait exister au moment de la vente, très important. Ça veut dire que celui qui dit qu'il y a un vice caché, comme j'en ai un, 7 ans après, j'en ai un dossier qui est rentré cette semaine, 7 ans après qu'il a acheté, dit qu'il y a plusieurs vices cachés. Alors, il faut qu'il démontre à un juge, si on se rend là, que ça existait avant la vente par mes clients. Comprenez-vous? Puis dans certains cas, si vous parlez de moisissures, tout ça, c'est presque impossible de dire quand les premières moisissures sont nées. Parlez à un paquet d'experts, puis je vais vous donner des noms d'experts tantôt avec qui je fais affaire. Je fais affaire avec les meilleurs. C'est un des paramètres là, qu'il faut que j'utilise dans ma pratique. Il faut que je fasse affaire avec les meilleurs pour avoir les meilleurs résultats. Alors, il faut qu'il démontre qu'il y a 7 ans, c'est un dossier de moisissure. Il y avait déjà des moisissures avant que mes clients. C'est presque impossible. Il y a, je sais pas moi, le tiers des rôles. Je pensais à ça en m'en venant ce matin, dans mon 2 heures et demie de voyagement.
j'avais le temps de penser plusieurs fois à la même chose. Et le tiers des rôles, peut-être en certains palais de justice, peut-être plus que ça, les rôles, toutes les causes, c'est des vices cachés. Alors, il y a beaucoup de dossiers qui sont intentés, avec pas beaucoup de preuves. En tout cas, je vais revenir là-dessus. Le vice doit être grave. Ça, c'est un des critères avec lequel je suis prêt à débattre. Parce que moi, je monte des dossiers de petites créances là, pour mes clients. J'en ai eu un cette semaine. J'ai eu 3 jugements à l'intérieur de 2 semaines récemment. Les clients ont gagné. Je prépare le dossier. Puis c'est 15 000. 15 000 plus l'expert, s'ils se font condamner, plus les frais de cours, plus l'indemnité additionnelle, l'intérêt légal, c'est 6 % par année. Des fois, si un dossier prend 2 ans, 2 ans et demi, ça peut monter de 15 à peut-être 20 000. Alors, les gens viennent me voir, puis ils me payent pour les défendre dans des dossiers de petites créances. Puis il faut que je travaille bien pour qu'ils gagnent. Sinon, ils sont condamnés à payer entre 15 et 20 000 $. Puis dans ces dossiers-là, il faut accorder la même attention que dans les autres dossiers définitivement. Alors, lorsqu'on dit le vice doit être grave, parce qu'un vice de 15 000, c'est grave. En fait, un ou plusieurs vices, je vous dirais que c'est débattable. C'est débattable. Avec l'expérience, on peut dire si on est d'accord avec certains paramètres, certains jugements, etc., et dire pourquoi. Le vice doit être caché, évidemment. L'acheteur ne connaissait pas l'existence du vice au moment de la vente. Le vice n'était pas apparent au moment de la vente, évidemment. Alors, c'est exactement là qu'on est rendu. Merci, monsieur. Est-ce que le vendeur devait connaître l'existence des vices cachés au moment de la vente pour qu'un recours puisse réussir? Mais je peux vous poser la question, mais vous avez le texte devant vous, mais il y en a qui n'ont pas le texte. Alors, la réponse, c'est quoi? Est-ce qu'on peut poursuivre un vice caché si on n'est pas capable de prouver que le vendeur était au courant du vice lors de la vente? Est-ce qu'il y a une réponse? Sinon, c'est moi qui ai pris pour répondre, c'est bien ça? Alors, la réponse, c'est non. Je vais répondre à ma question. Non, le fait que le vendeur ne connaissait pas l'existence au moment de la vente n'a pas d'impact sur le cours de l'acheteur. L'impact, il n'y en a pas. Mais par contre, si on est capable de prouver que le vendeur connaissait le vice, des fois ça arrive, avec des témoins, avec le courtier en immeuble, avec peut-être l'inspecteur préachat, mais moins. Mais on peut démontrer, dans certains cas, puis malheureusement, dans certains cas, on peut démontrer que le courtier immobilier était au courant. C'est l'année passée, au courant de l'été, j'ai un dossier, on parlait de 80 000. C'est un dossier où il y a eu une poursuite contre le vendeur. Puis là, on a su que le courtier, c'est pas ma poursuite, c'est pas moi qui ai institué ça, on a su que le courtier était au courant. Puis dans l'ADV, il écrit pas de moisissure, pas de ci, pas de ça. En fait, il y avait des moisissures. Il a été poursuivi pour 80 000. Il a fallu que... Puis moi, je suis le 2e avocat. J'essaie pas de me déculpabiliser. J'étais le 2e avocat dans le dossier. J'ai pris ça, moi, à la dernière minute. L'OASIC m'a dit, il savait, on ne payera pas pour lui. Mais je dis, voyons donc, j'ai poursuivi pour 80 000 $, vous ne paierez pas pour lui. Alors, finalement, avec un petit peu d'expérience, ça, c'était pas un dossier, comme on dit, de junior, là, un petit peu d'expérience, on a réussi à faire payer en partie. Il y a une CRA, conférence de règlement à l'amiable, qui a duré une bonne partie de la journée, à savoir qui paierait le 80 000. Puis, la Farcic était assise à côté de moi. Ça ne veut pas dire qu'elle était de mon côté. Et finalement, la Farcic a payé une partie, puis mon client a payé une partie, parce qu'il était au courant des vices assez graves dans ce cas-ci. Alors, ça s'est bien réglé. Je pense que ça a coûté, si vous voulez des chiffres, lui, ça a coûté 19 000,
Puis je pense que la Farcique a mis 30 000. Alors, ça s'est réglé comme ça. Et c'était un cas comme rarement j'avais vu d'aussi évident. Puis il me l'a admis. Il dit, moi, on voulait vendre assez vite, puis tout ça, puis on a caché tout ça, les moisissures, puis... Il y a des gens qui m'appellent, j'ai eu un appel à un moment donné à M. de Joliette, l'année passée. Il dit, écoutez, j'ai plein de moisissures. Il dit, comment je peux faire pour cacher tout ça avant de le vendre? Ben, je dis, moi, je ne répondrai pas à ça. Tu sais, je ne veux pas concourir, participer à des actes plus ou moins droits. Et j'ai dit, moi, je peux pas répondre à ça. Il m'a dit, c'est parfait, merci, bonjour. On parle de vendeur professionnel. Est-ce que le courtier est un vendeur professionnel? Parce que si vous êtes vendeur professionnel, il y a une présomption. Vous êtes en partie responsable quand vous arrivez devant le juge. La réponse, c'est non. C'est au point en bas de la page. Ici. Il y a une question. Oui, madame. Lorsqu'on tombe dans des vendeurs qui cachent des choses, on n'est plus en action à les cacher, par contre, on est en dol, si je ne me trompe pas, c'est ça? T'en plein ça, madame. T'en plein ça. Ouais, c'est ça, donc c'est plus les mêmes... Ben, en fait, on peut réclamer les correctifs lorsqu'on est en dol. On peut réclamer perte de temps, ennui inconvénient. Puis comme je vous disais tantôt, puis je crois que c'est moi qui ai inventé ça, j'espère que non, mais j'ai pas vu ça dans beaucoup de jurisprudence. Moi, je réclame perte de jouissance d'une pièce. J'ai réclamé à Longueuil, ça fait 2 ans, perte de jouissance d'un sous-sol. Puis je l'ai eu, j'ai eu un montant d'argent. C'est pas astronomique, mais quand même, ça dépend de la maison. C'est une maison d'1 million. Des vis cachées dans des maisons de millions, puis j'ai des vis cachées dans des maisons de 300 000. Là. Et puis, on peut réclamer ça lorsqu'on est capable de prouver on est capable de prouver la connaissance du vendeur du vice au moment de la vente. Enfin, les critères ne sont pas les mêmes, sont moins restrictifs, je pense, quand on tombe en dol. C'est en plein ça. Vous avez un plus grand éventail de postes de réclamation. Question, oui, madame. C'est quoi la définition de... C'est quoi la définition d'un vendeur professionnel? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est le courtier? Vous avez répondu non tantôt. Je veux savoir où est-ce que c'est que la ligne passe, puis qui est quoi? C'est toujours non. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est un entrepreneur en construction. Personnellement, il vend une propriété. Deuxièmement, j'ai trouvé un autre exemple la semaine dernière, quelqu'un qui... c'est une question, en fait, ça vient pas de moi, je l'avais apprécié. Des gens qui font des flips, connaissent la construction, tout ça. Alors, la jurisprudence dit, dans certains cas, les gens, les intervenants sont vendeurs professionnels. Puis là, je vous rassure en vous disant que si, personnellement, M. Trudeau, en arrière, que je connais, vend une propriété... il n'y a pas de et qu'il y a un vice caché, puis qu'il n'a pas révélé, il n'y a pas de présomption. Le juge ne dira pas, à 10-15 vous êtes responsable parce que vous êtes un courtier en immeuble. Je parle de courtier en immeuble. Il n'y aura pas de présomption contre M. Trudeau, contre lui, parce qu'il n'est pas un vendeur professionnel. Je parle de courtier immobilier. Bon, page suivante. L'acheteur qui découvre un vice a-t-il des obligations? Est-ce qu'il y en a qui savent si un de vos clients vous dit « j'ai un vice caché ». Alors, qu'est-ce que vous allez lui dire? J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Oui, encore, madame. Ben, j'irais peut-être pour le déclarer en premier lieu. De quelle façon? Ben, via une mise en demeure à l'ancien courtier. Merci c'est une bonne réponse. Alors, ce qu'on appelle un avis de dénonciation, il y en a qui appellent ça mise en demeure. Moi, j'appelle ça un avis de dénonciation parce qu'on dénonce le ou les vices en détail. Moi, quand je dénonce, là, quelqu'un dit j'ai des vices cachés, tout ça, des fois, ils ont leur expert et leur expertise. Des fois, ils n'en ont pas. Alors, disons qu'on part un dossier à zéro. Il me faut une expertise. Disons un vice de 70 000. Bon, les fondations, c'est quoi? C'est la moitié aux 3/4 de mes dossiers, des fondations. On ouvre les murs du sol,
on veut changer de gyproc. Puis regardons ça. Il y a de l'efflorescence, il y a des moisissures, puis on s'en doutait parce que ça sentait drôle. Puis, oups! Le plus jeune, à 5 ans, il commençait à être malade. Mais c'est drôle, il ne l'était pas avant qu'on déménage là, il y a 6 mois. Il commence à être malade, puis tout ça. J'en ai eu des dossiers comme ça, et où il y a eu des problèmes médicaux. Et il faut démontrer dans ces cas-là que c'est dû aux bactéries, aux champignons qui affublent les meubles. Puis ça, c'est vraiment compliqué. Alors, là, on ouvre les murs de gyproc, puis on voit ça. Alors, on fait pratiquer des tests d'air. Fongix, décontamination. J'ai dit, je parlerai de mes experts. Fongix, décontamination. EBC à Joliette, qui ont un très bon laboratoire. Il y a Bengel. Il y a... bon. Alors, eux font un test d'air. Commence par faire un test d'air. Il dit, excusez-moi, il faudrait condamner le sous-sol. J'ai un gros dossier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je viens d'avoir un jugement, ça fait pas longtemps. Le sous-sol a été condamné tellement qu'il y avait de bactéries et de champignons. Puis malheureusement, il y avait une chambre pour un des enfants là. Alors, plus personne ne pouvait aller au sous-sol. Il a fallu faire aménager des lits puis tout ça au premier étage. Alors, il faut adresser, je reviens à la réponse, un avis qui va dénoncer tous les vices en détail. Moi, j'envoie un avis. J'en ai envoyé un à un moment donné, on m'a dit qu'il y avait 304 pages. Fait que les gens disent, puis j'aime ça les entendre, mon Dieu, ça coûte 5 000 $ pour une lettre. Mon record, ça a été 30 quelques mille dollars pour une lettre, mais c'était pour une institution médicale, puis tout ça. On voulait faire un dépotoir à côté. Bon, la lettre avait 30 pages. Mais en vice caché, je dénonce les vices, je fais la liste dans ma lettre, et j'annexe le rapport d'expert et les estimés. Et là, je dis, regarde, on a des vices là, pour 70 000, puis voici la preuve. Tu as 5 jours pour me dire à quelle heure, quel jour tu vas venir visiter. Ils ont l'opportunité de venir constater les vices. Puis un autre 5 jours me dit si tu payes ou si tu fais travaux. Ça, là, je vous dis tout de suite que ceux qui payent, qui font les travaux, ça fait des années que j'en ai pas vu. Fait que là, il faut continuer le processus. On dénonce avec l'avis de dénonciation, par huissier, de plus en plus par courriel. Ça coûte rien. On a la preuve de réception. Oui, j'envoie mes 304 pages par courriel et des fois par huissier pour être plus certain. Ensuite, on a 6 à 8 mois pour dénoncer le vice. Cherchez pas dans le code civil, dans le code de procédure, dans les règlements. 6 à 8 mois, c'est la jurisprudence qui a dit ça, c'est un délai raisonnable. Est-ce que je fais des 12 mois? J'avais un client, puis il m'appelle. Ça fait 12 mois que je l'ai découvert, puis je savais pas qu'il fallait le dénoncer, puis on vit avec ça. Puis, notre courtier proprio direct nous a dit, il y a un bon avocat qui connaît ça. 12 mois, j'ai fait. J'ai fait, puis j'en ai fait un gros à un moment donné, il y a plusieurs années, 12 mois, puis une dénonciation, pas par écrit, verbale. Il a appelé la madame, puis c'est un courtier, justement, immobilier, qui avait une propriété personnelle dans Hochelaga, Maisonneuve. Il appelle la vendeuse, puis il a dénoncé son vice. Moi, j'ai dit, c'était une affaire de quoi, de 100 quelques mille? J'ai dit, ou bien 100 quelques mille de décontamination, ou bien on y va pareil. Ça va te coûter X dollars d'avocat, puis tu prends une chance, comme au casino. Il a pris la chance, puis à un moment donné, tu sais, dans beaucoup de mes dossiers, il me fait dire, pourquoi vous avez pris ça, ce dossier-là? Vous allez perdre, ça n'a pas de bon sens. Je les ai tous entendus, puis j'ai pas fini jusqu'à la fin de ma carrière, moi, les entendre. Plus il me dit ça, plus j'aime ça. Alors, dans ce dossier-là, on a réglé hors cours pour 90 000. J'en revenais pas, puis je me dis, il y a des choses que moi, je peux savoir, c'est ça l'expérience. C'est la même chose pour vous, pour les courtiers. Courtier implique courtière aussi, si vous me permettez, pour diminuer le temps. Alors,
c'est l'expérience qui fait qu'on peut prendre des dossiers comme ça, puis je dis, écoutez, jouez la carte, on s'en va au casino, on essaye, ça va vous coûter quoi, 15, 20, 25 000, et on a réglé pour 90 000. Alors, c'est pas tous les avocats de l'autre côté qui savent ce que je sais. Moi, la jurisprudence, c'est en 6 et 8 mois. Est-ce que le 12 mois aurait passé devant un juge? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il a obtenu grandement satisfaction. Je me rappellerai toujours de ce dossier-là. Des fois, je passe devant chez lui. Pardon? Le délai le plus long à dénoncer. Mettons qu'on dit aujourd'hui qu'on dénonce dans 2 ans. Je ne le prendrai pas. J'en ai eu des dossiers comme ça, puis je dis, écoutez, vous allez me payer pour rien. Moi, là, j'aime ça être payé. Mais c'est pas ma priorité, de toute façon, puis ça ne l'a jamais été. Mais je peux pas me dire, j'ai un dossier perdu, puis je vais travailler pour rien, puis l'autre, il n'y a pas d'argent. Moi, je pose toujours la question, premièrement, c'est qui l'autre côté? Parce qu'en vice caché, ça peut être mon beau-frère, ma belle-mère, je sais pas, moi, là. Mes amis, je demande toujours qui est l'autre partie. Une fois ceci constaté, et je regarde, je dis, est-ce que l'autre partie, là, vous avez un dossier de entre 50 et 75 000, ils ont-tu de l'argent? Puis là, la semaine passée, au téléphone, ils m'ont dit, on pense pas. Bien, j'ai dit, écoutez, moi, je suis pas pour poursuivre, vous charger, je sais pas, moi, 10, 15, 20 000 $, arriver avec un jugement dans 1 an et demi, on peut pas l'exercer, on peut pas l'honorer, vous m'avez payé pour avoir un cadre qui vaut 15, 20 000 $. Alors, moi, je travaille pas comme ça. Et faut avoir... faut bien réaliser que l'éthique, la déontologie, le respect des clients, ça inclut ça. Premièrement, le client a-t-il moyen de vous payer? Deuxièmement, l'autre côté, plus important, l'autre côté, est-ce qu'ils ont les moyens d'assumer un dossier de 70, 80, 100, 200, 300, 1000 $. Alors, on donne, je vous l'ai dit tantôt, je le répète. Puis, évidemment, je sais qu'on doit répéter dans les formations parce que vous allez retenir ce que j'ai répété le plus souvent. Alors, normalement, alors on donne la chance à la partie adverse de venir voir les vices. Comme disait madame, on envoie un avis de dénonciation, on leur donne la chance, on appelle ça l'opportunité de venir constater les vices, avec ou sans experts, avec ou sans contracteurs, entrepreneurs. Fait qu'ils peuvent venir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils vont allonger les délais, étirer les délais. Je vous dirais, là, ce qui est le plus irritant, moi, c'est les parties adverses, qu'on nous étire, qu'on nous étire, qu'on nous étire. On se dit quoi? Ils vont lâcher. Moi, les clients viennent me voir, je dis, quel budget vous avez? Bon, ben c'est parfait, il me faut tant de dollars dans mon compte en fidéicommis. C'est pas à moi, cet argent-là, c'est à eux. Il faut que je fasse une facture pour sortir l'argent. Alors, je leur dis, ça va coûter à peu près en temps et temps, disons entre 5 et 15 000, votre dossier. Avez-vous ça? Ou d'ici 1 an et demi, allez-vous l'avoir? Oui. Et donc, ensuite, ils nous disent, on a constaté, on est avec notre expert, il n'y en a pas de vice caché. Ah! Je dis, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, monsieur. Vous voulez en dire le contraire? S'il y a un vice caché qui devient une urgence, oui. Et qu'on fait venir l'autre partie, mais il faut que la réparation soit faite immédiatement, qu'on n'est pas capable d'avoir une entente pour le moment avec l'autre partie. Oui. Pour le moment qu'on procède. Une fois que constaté les vices et l'urgence, il y a 5 jours pour répondre. S'il ne répond pas, on fait travaux. Moi, avant de faire les travaux, ça, j'envoie toujours un avis à la partie adverse, à l'avocat ou à la personne, s'il y en a qui se représentent tout seuls. Dans mes dossiers, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça commence, ça. Ils n'ont pas les moyens de payer un avocat, ils se défendent tout seuls. Alors là, j'envoie un courriel, je dis, on est quoi, le 18? Le 21 octobre, on commence les travaux à 8 heures le matin. Fait que si vous avez d'autres expertises, d'autres constats, parce que c'est urgent, il faut les faire tout de suite, vous devez venir avant cette date-là. Alors, ils ne peuvent pas dire à la Cour, ils nous ont privés d'aller constater, d'avoir l'opportunité d'aller constater. On envoie un courriel, ça ne coûte rien. On dit, hey, on va faire les travaux à partir de telle date, telle heure. Alors, si vous voulez
encore à expertiser, encore venir constater, vous avez le temps jusque-là. Puis ça a marché dans plusieurs dossiers, il y en a que ça a traîné. Ils font tout. Ben, je vais vous dire la stratégie des parties adverses, quand on est en demande, aux 80% de mes dossiers, c'est moi qui réclame. 80%, puis peut-être 20% en défense. En défense, je suis passé devant ce matin à Boisbriand, il y avait eu une histoire de 400 quelques mille. Puis, pas tous justifiés quand même. Alors, après ça, on peut faire les travaux. C'est un bon point, monsieur. Je vous remercie de la question. Il peut y avoir des vices cachés qui sont très urgents. Il y a une inondation. Le toit coule. Ça coule dans les 3 étages. Mais je vais vous dire une chose. C'est pas compliqué d'envoyer un courriel au vendeur, dire « Hey, j'ai une urgence, je vais réparer assez vite, viens constater. » Il n'y a pas une urgence assez urgente qui empêcherait un acheteur d'aviser le vendeur, selon moi. J'en ai jamais vu. À moins que tu sois en voyage à l'extérieur. À ce moment-là, peux-tu envoyer quelqu'un d'autre? Absolument. Pas envoyer des courriels. Avec les courriels, là, le juge va dire... Pas envoyer son fils ou quelque chose pour au moins constater les faits. Absolument. Pas envoyer qui il veut. Bon, expert. Notez ça. Mon expert, moi, c'est... appelez-les pas tous en même temps. Monsieur Mario Tétrault, de Avisa Inc. C'est un ingénieur, puis, excusez-moi, il est docteur en génie mécanique. Moi, je pense que c'est un des meilleurs experts au Québec. J'ai plaidé une cause à Saint-Jean-sur-Richelieu en décembre avec lui. Mario? Tétrault. T, accent aigu, T-R-E-A-U-L-T. Excusez-moi que tous les appels qu'on s'est faits, là, je n'ai pas son numéro de téléphone par cœur. Quelle compagnie vous avez dit? Avisa, A-V-I-S-A. Il est ici à Terrebonne ou Mascouche, qui là-bas fait des rapports d'experts extraordinaires. Excusez, j'ai une question pour vous. Oui, madame. Question. Lorsque vous poursuivez l'adverse et que c'est rendu à la cour et que, pour une raison quelconque, vous avez fourni toute l'expertise mur à mur et que la partie adverse, elle étire. Ça, c'est Tous mes dossiers, madame. c'est Tous mes récurrent, dossiers. c'est C'est récurrent. tous mes dossiers. Mais ces gens-là, à un moment donné, vont vouloir se servir de votre expertise pour clore le dossier. Est-ce que vous revenez pour le temps perdu puis tout ça? Pour les clients? Oui, pour votre client, vous. C'est une excellente question. Parce De que plus là, en plus, je parle. Eux autres ont payé pour les expertises. Oui. Puis la partie adverse, bon, ben, ça, OK, d'abord, on va régler, là. Bon, tu m'as donné ça, mais vous avez envoyé tout votre monde, là. Oui. Alors, cet argent-là qui a été dépensé, est-ce qu'elle est conclue dans la finale? C'est une très excellente question. Dans les négociations, je dis, voici notre dossier, dont on parle de 70 000, vaut 82 000. Avec les intérêts, à partir de la mise en demeure, chiffrée. Madame avait répondu à la question, il faut envoyer une mise en demeure. Il faut écrire un chiffre. Et c'est à partir de ce moment-là que les intérêts courent. Si je poursuis un an après, des dossiers qui prennent longtemps à poursuivre, à monter, puis tout ça. Et l'intérêt de l'indemnité additionnelle, le fameux 6 court à partir de l'envoi de la mise en demeure chiffrée. Donc, pour répondre à la question de madame, je calcule les intérêts. Avec le barreau, il y a des formulaires, des tables, on rentre ça. Oups, ça a coûté 10 000 d'experts. On a fait quelques correctifs, il y en a eu pour 14 000. Alors, on calcule tout ça, puis là, on négocie avec la partie adverse. J'ai 2 dossiers que j'ai eus l'an passé, à la fin de l'automne, qui n'ont pas d'expertise. Il y en a un, je l'attends, là. J'ai tenté poursuite au mois de décembre. J'attends encore l'expertise d'un monsieur de Delson, Saint-Constance, Sainte-Catherine, sur la Rive-Sud. J'ai pas encore de rapport d'expert. Puis on parle d'un dossier au-dessus de 100 quelques mille. Puis j'ai un autre dossier où la défense, c'est ça. Il n'y en a pas de rapport d'expert. Il n'y a pas de contre-estimé.
Ça, c'est moi qui ai inventé ça. On parle d'estimer, mais il y a des contre-estimés. On dit que ça vaut 70 000, les correctifs. Alors, moi, si on réclame ça à mon client, moi, je vais envoyer quelqu'un, et oups, et là, ça, il y en a juste pour 25 000. Ah, on n'a même pas enlevé la dépréciation. Ça, là, c'est rare que vous allez entendre ça chez les avocats. La dépréciation commence un peu à se réveiller, là. La dépréciation, c'est quoi? J'allais dire toute personne a une durée de vie, mais tout bien immobilier, la thermopompe, le toit, les fondations, le drain français, je vais tous les nommer, ont toute une durée de vie qui est reconnue. Un drain français, on parle de 25 ans en moyenne, sauf exception. Ce que je dis, c'est pas dans le béton, ça peut être un peu plus, un peu moins. Alors, l'expert dit que ça vaut... ça a 25 ans. Quel âge qu'a votre maison? Puis le drain français a été fabriqué en même temps. Fait que ça fait 25 ans. Là, il y a un problème, il faut le remplacer. Fait que mon expert va me dire, Daniel, oublie ça, c'est zéro. Il y a 25 ans. C'est zéro. Puis moi, j'ai des dossiers, les avocats réclament pareil. Puis ils me demandent un drain français neuf. C'est là qu'on commence à s'amuser. Alors, mon expert écrit dans son rapport d'expert, « Je n'ai pas à avoir le drain français parce qu'il a plus que 25 ans, la dépréciation est à zéro. Vu l'âge de la maison, 1947, je ne sais pas trop. Donc, c'est ça. Bon. Je suis rendu page 15, c'est bien ça? Oui, bon. Pourtant, j'ai pas dû en arrière de la tête. Vous me suivez très bien, monsieur le courtier. Dans le cadre de procédure judiciaire, que peut réclamer un acheteur qui a découvert des vices cachés? Alors là, c'est intéressant. Une diminution de prix, la résolution de la vente. On demande que la vente soit annulée. Oui, mais à partir de combien de pourcentage de vices? Bon, ben vous avez, disons, la maison vaut 200 000, puis vous avez des vices pour 35 % vous en avez pour 70 000. On revient tout le temps aux 70. On a plus que pour 70 000. La jurisprudence parle de... Moi, je parlais de 50 % à un moment donné, mais là, j'ai vu de la jurisprudence récemment, un juge qui a annulé une vente pour 35 % de valeur de la maison de correctif. On demande l'annuler et d'avoir en échange notre argent, ce qu'on a mis dessus pour réparer les vices, nos dommages-intérêts, incluant dommages-intérêts, là, ça veut rien dire. C'est des dommages-intérêts, mais c'est quel dommage? Perte de temps, perte de jouissance de la pièce, etc. Alors, on réclame ça. En plus, si on est capable de prouver quoi? La connaissance par le vendeur des vices. Si on n'est pas capable, on réclame juste les correctifs. Disons qu'il y en a pour 80, puis on dit, monsieur le juge, moi, là, il y en a pour 80 000, je ne payerai pas 80 000, ma maison va diminuer de valeur, faut que je déclare tout ça quand je vends ça. N'oubliez pas, déclarer dans DV tous les travaux qu'on a faits. Tous les travaux. Alors, je demande d'annuler la vente, moi. Alors, je me rappelle, M. Trudeau connaît la région, dans Venise en Québec, un petit chalet, 100 000, on a réclamé, mais il y en avait beaucoup de vices. Là, moi, je vais souvent voir, puis allez pas donner mes trucs aux autres avocats, là, puis à votre beau-frère, là, puis à votre frère. Moi, je vais voir mes vices. Les autres, ils vont pas. J'ai vu une avocate, un gros dossier à Saint-Jean-sur-Richelieu, pas loin de la rivière, une histoire de 100 quelques mille moisisseux, déménagement avec les enfants, puis les enfants étaient tombés malades. Alors, là, j'ai vu l'avocate. Ça fait 4 ou 5 ans. Depuis ce temps-là, je vais voir mes vices. Avec qui? Avec mon expert. Il me dit, garde, Daniel, hey, gardons ça, la moisissure. Là, à un moment donné, il me dit à Sainte-Sophie, il dit, regarde. Je dis, c'est quoi ça? C'est donc bien laid. Vous irez voir ça. Après avoir dîné, pas avant, la mérule pleureuse, le cancer, il y en a qui connaissent ça, le cancer du bâtiment. J'ai eu 2-3 dossiers comme ça, d'un gros à Louiseville, une clinique. Puis je passe devant, puis je vois pas de travaux, je sais pas ce qui est arrivé. Puis quand le monsieur est mort, ils ont changé d'avocat, puis tout ça.
pour en prendre un moins expérimenté. C'était une histoire de 300-400 000. La Mérule pleureuse, il avait ouvert les planchers. Puis on regarde ça, puis c'était comme un film d'horreur. C'était blanc, là, c'est des champignons. C'est la pire bactérie que vous pouvez trouver ici au Québec. On appelle ça le cancer du bâtiment. Il faut soit brûler la maison, soit établir une toile par-dessus, décontaminer, ensuite enlever la toile qui va recouvrir toute la maison. En tout cas, c'est une histoire épouvantable. Alors, j'étais là. Fait que là, il me montre ça. Je dis, Mario, t'as-tu vu des enfants là, en rentrant, toi? Il dit, oui. Il dit, il faut qu'ils sortent d'ici. Fait que là, ce qu'il a fait, il y en avait en dessous des marches, dans le sol. Il dit, va faire des percées. Fait qu'il fait des trous sur une dizaine de pieds, dit Daniel. Il en a sur une dizaine de pieds. De la Mérule pleureuse, vous. Il dit, madame, appelez votre avocat, puis je vous suggère de sortir de la maison d'ici 24 heures. Mérule pleureuse. Comment ça naît, je ne sais pas, avec l'humidité. Pourquoi on a ce champignon-là ou pas aspergillum? Pourquoi lui plutôt qu'un autre, je ne sais pas. Sainte-Sophie, une petite maison. On peut voir par le vue? Oui. Ah oui. C'est comme poudre ou c'est pas? Non, moi, c'est différent de comme un champignon. Ordinaire. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Prenez un petit champignon, une boîte de champignons, là, puis... Oui, tout de suite, on se pose la question. Je suis certain qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avocats au Québec qui ont eu des dossiers comme ça. Moi, j'en ai eu un à Louisville, puis là, j'en ai eu un à Sainte-Sophie. Fait que là, on est pris avec ça, là. Moi, je suis en défense. Je défends le monsieur qui a vendu. Il n'était pas content que tu aies ça. Il ne savait pas qu'il y avait quelque chose dans son sous-sol qui était anormal? Non, lui, non. Je peux vous le jurer. Alors, on peut demander la résolution de la vente. Puis des dommages punitifs, regardons ça. Si je suis capable de prouver, comme dans le dossier Savaria, je ne devrais pas rentrer trop là-dedans, mais je veux juste vous dire qu'on peut réclamer des dommages punitifs. Si j'arrive à prouver que le vendeur ou la vendeuse savait qu'il y avait des vices cachés. Dans le dossier Savaria, qu'on va voir un petit peu plus tard, vous allez voir qu'on a réclamé des dommages punitifs à la hauteur de 20 000 $, qu'on les a eus à la Cour supérieure. Ils sont allés en appel. La Cour d'appel a dit que ça va rester à 20 000. En fait, le jugement n'a pas été du tout changé. Ça, je suis fier de ça. Il n'y a pas beaucoup d'avocats dans la province qui peuvent vous dire « Moi, j'ai fait de jurisprudence. Moi, j'ai obtenu des dommages punitifs. Ça a été à la Cour supérieure, j'ai gagné. Ça a été à la Cour d'appel du Québec, puis j'ai encore gagné. » Ça, c'est comme rare. Tu sais, c'est comme un courtier qui vend une propriété. Moi, je sais pas, moi, il vend la maison de Céline. Je sais pas qui c'est qui l'a vendu. Tu sais, des histoires de 13-14 millions. Félicitations. Tu sais, c'est pas des choses qu'on voit souvent, là. La propriété la plus élevée, c'est à Westmount. 23 millions. Vous avez vu ça dans le journal? Bon. Qui peut faire l'objet d'un recours en vice caché et ou être appelé en garantie dans le cadre d'un tel recours? On peut poursuivre qui? Mon avis d'énonciation, moi, je l'envoie à qui? Comme on disait avec madame qui est ici, au vendeur. Il m'a vendu une maison avec des vices cachés. Mais il y a les vendeurs précédents aussi qu'on peut attaquer. Il y a le constructeur, les entreprises ayant réalisé des travaux sur la propriété, la municipalité. Exemple de quoi? En vice caché. L'acheteur achète une propriété, il dit bon, ben, il y a un cabanon là, qui vaut 15-20 000 $. Puis là, je viens de recevoir un avis, comme quoi j'ai pas le droit, un avis de non-conformité. On n'a pas le droit de faire ça. Ici, disons à Lorraine ou Westmount, il n'y a pas eu de permis. Ça a été bâti. Tu sais, quand tu as une maison de millions, on peut tout se permettre. Et donc, on peut poursuivre le vendeur. Mais si le vendeur, lui, avait eu un permis de la municipalité à ce moment-là, puis là, c'était permis, là, ça ne l'est plus, il peut poursuivre la municipalité à ce moment-là. Les films d'arpentage géomètre. L'inspecteur préachat
Et même, qui? Les courtiers. La garantie légale de qualité, elle couvre quoi? De dire, oui, moi, il y en a qui m'ont dit récemment dans une autre formation, on nous demande de plus en plus ça. Moi, là, je veux pas être poursuivi. Je veux pas payer des avocats. Je veux bien dormir. Peux-tu écrire sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur? Fait que là, vous allez répondre, ben oui. Par contre, tu vas avoir en moyenne 8 % de moins. C'est ça que j'ai lu. 8 % de moins. Puis s'il y a des vices que tu connaissais que tu n'as pas déclaré, ça devient du dol. Je rejoins madame ici. Et là, tu peux être poursuivi. Donc, il n'y a pas de problème. C'est 8 % de moins. Allez vous vendre plus vite, allez vous faire plus d'argent que si c'était pas sans garantie légale. Ça, je n'ai pas étudié cet aspect-là. Mais moi, en tout cas, on m'a dit récemment, à Saint-Jean, justement, que de plus en plus les gens demandaient ça pour ne pas être poursuivis en vice caché. C'est pas une mauvaise idée. Pas de mauvaise idée. Le principe de la garantie légale, c'est dans le Code civil du Québec. Je suis rendu à la page 18. Le vendeur est tenu, le paragraphe 17-16, 1716, le vendeur est tenu de délivrer le bien et de garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans les contrats de vente. Souvent, je regarde un contrat de vente, je dis aux clients, oubliez pas d'apporter votre contrat de vente. Il faut qu'il me prouve, moi, qu'il est l'acheteur. Il veut ouvrir un dossier en vice caché. Je dis, apportez-moi le contrat de vente. Toutes les promesses, la promesse d'achat avec toutes les modifications, déclaration du vendeur, rapport d'inspection pré-achat, avec le rapport d'inspection pré-achat, puis avec les estimés, on va regarder si c'était pas dedans. Il y en a qui m'ont amené des dossiers, mais au bureau, on m'a dit, mes adjoints m'ont dit, tous les vices étaient des rapports d'inspection pré-achat. Madame, monsieur, voici, ça coûte tant pour l'étude du dossier, moi je le ferme, vous n'aurez pas de chance. Tout était dans le rapport d'inspection pré-achat. Oui, mais j'ai jamais lu ça. Non seulement ils ne lisent pas, là, j'ai appris récemment que les courtiers n'ont pas le rapport d'inspection pré-achat. À moins qu'on demande et que parce que moi, je les demande, mais il y en a qui refusent de nous les donner. Ah ben. Le payeur le reçoit. L'acheteur. Oui, mais Là, ça veut dire que la transaction est terminée, parce que si il y a négociation, on va me dire, madame, moi, je vais enlever 5 000 parce que ça, dans mon rapport d'inspection pré-achat, là, vous allez, c'est ça. J'espère bien. Mais si on achète sans garantie légale, ça veut dire que c'est fini. On ne court pas après vice caché. Après. Exactement. À moins qu'on soit capable de prouver que le vendeur le connaissait. En regardant ça, il avait déjà réparé nettoyé des moisissures, j'ai vu ça, avec de l'eau de Javel dans le sol. Puis là, il y en a pour 40 000 $. Puis c'est pas dans la déclaration du vendeur. C'est pas, encore moins dans l'inspection pré-achat. C'est nulle part. Mais là, l'expert, lui, mon expert, capable de dire, Daniel, moi, je vais te dire à cause que lui, il savait. À cause de telle affaire. Regarde, il a enlevé des morceaux ici, puis... Il a patché. Alors, la garantie légale peut être... puis là, je regarde des rapports, des contrats de vente des notaires, puis souvent, c'est même pas écrit « vendu avec garantie légale ». Ça veut dire que seul est vendu avec la garantie légale, mais il a le droit de ne pas l'écrire. C'est par le Code civil, c'est présumé. je voudrais bien comprendre ce que vous venez de dire. Oui, madame. Le notaire a le droit d'écrire vente avec garantie légale parce que c'est sa plateforme, C'est cela. Il a le droit de ne pas l'écrire. puis il a le droit de ne pas l'écrire. Bien oui. C'est comme si c'était avec garantie légale. Il l'a oublié. Moi, les beaux contrats de notaire que je regarde, c'est écrit. Vendu avec garantie légale. De fond, là. Pardon? Ils ont leur trame de fond pour les contrats. Oui. Puis il y en a qui ne le mettent pas. Puis là, je suis obligé de regarder 3-4 fois. Puis là, c'est moi qui ai mal lu.
il n'y a pas de clause de garantie légale. Fait que là, je regarde, il n'y en a pas. Bon, ben, il n'y en a pas. Je suis conclu dans mon rapport. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une garantie légale. Il y avait une question, madame. Oui, je vous écoute. Non, si j'ai compris, quelqu'un qui vend sans garantie légale, il peut être poursuivi quand même. Oui, absolument. S'il connaissait le vice au moment de la vente, puis qu'il ne l'a pas dénoncé, ce qu'on appelle du dol, comme on élaborait avec madame ici. Oui, monsieur, question. Pouvez-vous parler plus fort, s'il vous plaît? Et les autres, parlez moins fort. OK. Est-ce que c'est comme le même impact en cours, comme si c'est vendu avec sans la garantie? Le même impact, à quel niveau? Vous voulez dire, quel impact? Can I say it in English? Yeah, sure. Oh, okay. Is it the same impact in court for the seller if he was aware of it and he stated he sold with no legal warranty, or if he sold with legal warranty and he still knew? Is it the same level of Good question. Should I answer in English or French? French? Merci. Alors, lorsque il cache les vices, ce qu'on appelle du dol, là, on peut le poursuivre pour les correctifs. Disons, un vice de 70 000, on peut le poursuivre pour 70 000, mais plus les autres dommages, incluant ennui inconvénient, perte de jouissance d'une pièce ou d'un étage, etc., etc. Toutes les autres dépenses peuvent être réclamées. Si on est capable de prouver qu'il était au courant. Puis avec un bon expert, s'il était au courant, il y a des chances qu'on puisse faire la démonstration à la cour. Ce juge, il était au courant. Puis là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'expert. C'est encore mieux. Est-ce que ça répond à votre question? L'impact est correct. Est-ce que ça répond à votre question? Did I answer to your question, sir? Yes, sir. Thank you very much, sir. Oui, monsieur. Moi, la question que j'avais compris, c'est est-ce que l'impact est le même pour le vice caché que tu connaissais, que ce soit garantie légale ou non légale? Ou en cours, est-ce que l'impact est le même? Oui, absolument. Excusez, j'ai une question Oui. par rapport à ça. J'ai justement un de mes vendeurs, c'est-à-dire un de mes acheteurs qui est en cours. Le balcon qui superpose une verrière. Lorsqu'on a fait l'inspection, il a été prouvé qu'il y avait une infiltration d'eau et que le balcon, il faut corriger. Le vendeur a lui-même corrigé, qui n'est pas un constructeur. Et ça s'est remis à couler, et cette année, ça a coulé plus bas dans la maison. Et lui se défend, il dit, moi j'ai réparé, c'est parce que toi, tu n'as pas dû bien l'entretenir. C'est là que va être le débat. C'est là, hein? Oui. Alors, vous avez quand même une obligation, vos clients ont quand même puis mais vous aussi, il doit en avoir qui ont des maisons, jamais je croirais. Fait que là, vous avez l'obligation d'entretien aussi de l'immeuble.